Le courageux éleveur se réveilla un matin face à une récompense inattendue, une épouse apage d'une grande beauté. Bien avant cet instant, la vie de Colt Brandon se déroulait dans la solitude, entre ses outils, ses clôtures et le silence des terres arides près de DRY Creek. Son ranch, modeste, n'était qu'une parcelle de sol trop sec pour le maïs, mais suffisante pour le bétail. À 34 ans, il vivait loin des hommes, hanté par un passé marqué par la guerre et la perte d'un frère lors d'un raid. Il s'était alors juré de ne plus chercher de sens dans le combat, mais seulement dans la construction patiente de barrières et la survie de ses bêtes. Un jour, en tendant du fil de fer, il entendit un cri qui n'avait rien d'animal. En s'approchant d'un ravin, il aperçut un ours famélique qui s'acharnait sur un homme blessé. D'un geste sûr, il épaula sa Winchester et abattit l'animal après 3 tirs précis. Descendant dans le ravin, il découvrit un vieil homme apache, grièvement atteint mais encore vivant. Sans hésiter, Colt le hissa sur sa monture et le ramena à sa cabane, où il passa des heures à nettoyer, suturer et bander ses blessures. Pendant des jours, il veilla sur lui, nourrissant son corps affaibli et supportant son silence. L'homme finit par se présenter. Il s'appelait Toka, un ancien dont le peuple vivait à plusieurs crêtes de là. Il affirma que la vie sauvée devait être reconnue. Puis, un matin, il disparut sans un mot. Colt crut ne jamais le revoir, jusqu'à ce qu'une jeune femme franchisse le seuil de sa cabane au lever du jour. Belle et fière, la peau dorée par le soleil, elle se nommait Sana, la petite fille de Toka. Elle expliqua que son peuple avait choisi d'honorer le salut de son grand-père en offrant une épouse à celui qui l'avait sauvé. Colt, surpris, lui répondit qu'il n'avait pas agi dans ce but, mais Sana, d'un ton calme et déterminé, affirma qu'elle savait, et que pourtant, elle était là. Elle n'avait pas honte, mais dans sa voix persistait une tension. Ce n'était pas un don, mais une forme d'exil, une punition silencieuse dissimulée sous le voile de la tradition. On l'avait rejetée sous prétexte d'honneur. Colt passa une main sur sa bouche avant de murmurer « Tu ne me dois rien. Je reste seulement si tu l'acceptes. Tu as un autre endroit où aller ?» Elle répondit simplement non. Le silence s'épaissit. Colt observa ses pieds nus, son vieux sac en cuir usé, ses épaules fatiguées, la déchirure de sa robe. Il comprit qu'elle n'avait nulle part où retourner. Finalement, il dit « Tu peux rester. Mais tu n'es pas à moi. » Elle baissa les yeux, non par honte, mais par soulagement. Il sortit une couverture supplémentaire de l'étagère et la lui tendit. Elle l'accepta sans un mot et s'allongea près du feu, repliant son corps sous l'étoffe comme si c'était la première chaleur qu'elle trouvait depuis des jours. Colt, assis sur le bord de son lit de camp, fixait les flammes. Elle n'était pas venue pour appartenir à quelqu'un, mais pour survivre. Et lui aussi, désormais. À l'aube, il s'était levé comme toujours, ses bottes serrées, son manteau jeté sur les épaules avant que le soleil ne touche la fenêtre de la cabane. Il ne regarda pas immédiatement vers la cheminée, mais le bruit d'un tissu froissé et un souffle léger lui rappelèrent qu'elle était encore là. Sana avait à peine bougé pendant la nuit, roulée sous la couverture, la main sous la joue, tournée vers les braises éteintes. Sa robe s'était un peu relevée, laissant voir la courbe discrète de sa hanche. Colt détourna le regard, non par honte, mais parce qu'il savait ce que signifiait, pour un homme comme lui, de s'attarder ainsi. Il sortit prendre l'air glacé du matin, fit sa tournée vers l'écurie, remplit les abreuvoirs des chevaux. Cela l'apaisa comme toujours, mais la présence de Sana ne quittait pas ses pensées. Quand il revint, elle était éveillée, assise, les genoux serrés contre elle, une couverture autour des épaules, ses longs cheveux tombant devant son visage. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas, elle attendait. Colt ralluma le poêle et demanda « Tu bois du café ?» Elle hocha la tête. Il en servit 2 tasses, lui tendit la sienne. Ses doigts, plus rudes qu'il ne l'aurait cru, portaient les marques du travail. Sur son poignet, une cicatrice rouge, comme une brûlure de corde. Il ne posa pas de questions. Le silence dura. Puis il demanda « Pourquoi toi ? Si Toka a tout un clan, pourquoi t'envoyer, toi ?» Elle prit son temps avant de répondre « Ils disent que je suis trop silencieuse, que je mets les hommes mal à l'aise. Aucun guerrier ne m'a jamais voulu. Je ne souris pas quand on me l'ordonne. Je ne fais pas semblant. » Elle expliqua ensuite que sa mère, guérisseuse, était morte l'hiver précédent. Depuis, elle n'était plus qu'un poids. Elle aidait les anciens, portait de l'eau, mais sans mari ni enfant, elle n'avait pas de place. Colt comprit, elle avait été envoyée à lui comme un moyen de l'écarter.
Ce n'était pas un honneur, mais une manière de l'effacer. Au fil des jours, elle resta auprès de lui, discrète mais présente, nettoyant, réparant, aidant sans jamais réclamer. Une sorte de trêve silencieuse s'installa entre eux, deux êtres habitués à la solitude. Une nuit, avant qu'il ne s'endorme, Colt osa demander « Cette cicatrice, qui te l'a faite ?» Elle répondit à voix basse « Un traître, il y a des années, avant que le clan ne me reprenne. » Mais ce retour n'avait été que partiel. On l'avait toléré, jamais accepté. Colt comprit alors qu'elle ne lui avait pas été donnée comme une offrande, mais jetée loin, abandonnée. Et parce qu'il était le premier à ne rien exiger d'elle, il devenait malgré lui son seul refuge. Les jours suivants, elle continua de s'intégrer à la cabane comme si elle y avait toujours vécu, balayant, réparant, cuisinant, se tenant à l'écart mais emplissant l'espace de sa présence calme. Un après-midi, elle osa demander « Puis-je rester plus longtemps ?» Colt lui répondit simplement « Reste ». Peu à peu, ils partagèrent davantage. Les repas à la même table, le travail côte à côte, parfois un regard prolongé. Un soir, elle laissa sa main tremblante se poser sur la sienne. Il ne bougea pas. Ce n'était ni du désir, ni de la pitié, mais une chaleur tranquille. Elle murmura « Je n'ai plus peur maintenant ». Il répondit doucement « Alors tu es en sécurité ici ». Et ce fut la première nuit où elle s'endormit sans crainte. Elle ne dormait pas sur le sol mais sur la paillasse à côté de son lit de camp et, chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, sa main reposait toujours près de la sienne, sans chercher à s'accrocher, sans réclamer quoi que ce soit, simplement là. Au bout du 6e matin, la question n'était plus de savoir si Sana avait sa place auprès de lui, mais seulement de quelle manière. Ce jour-là, Colt s'éveilla avec l'odeur du pain chaud et de la sauge. En se redressant, il s'attendait presque à retrouver ce silence lourd qui autrefois emplissait chaque aube, mais la pièce n'était plus muette de la même façon. Elle respirait désormais, elle vivait. Près du poêle, Sana se tenait pieds nus sûrs. Le plancher, une cuillère de bois à la main, l'autre posée sur sa taille, là où sa vieille robe de daim, plus ample qu'avant, avait été reprise avec soin. Elle avait ajouté sous la robe l'une de ses chemises usées pour se protéger du froid, laissant malgré tout le haut du vêtement assez bas pour que ses formes se dessinent, douces mais solides, et pour montrer qu'elle ne cherchait plus à se cacher. Elle lui adressa un bref signe de tête, il répondit de même, cela suffisait. Après le repas, elle le suivit dehors, non parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'elle savait déjà ce qu'il fallait faire. Le vent de printemps avait changé et une branche brisée bloquait le ruisseau à l'est, empêchant le bétail de descendre s'abreuver. Colt attela la mule, chargea la charrette de cordes, d'outils et de scie. Sana monta près de lui, les mains posées sur ses genoux, le regard scrutant le paysage sans poser de questions. Leur lien n'était pas de ceux que les autres pouvaient comprendre, mais il existait. Au ruisseau, le travail occupa toute la matinée. Colt entra dans l'eau glacée, les bottes trempées, et fendit à coups de hache la lourde branche tandis que Sana maintenait la corde qu'il avait attachée. Quand le courant reprit enfin, il ressortit ruisselant et haletant. « Tu aurais dû rester en arrière » souffla-t-il. Elle avança, posa le bord de sa jupe contre son visage pour lui essuyer l'eau. « Je ne suis pas venue pour rester derrière » répondit-elle simplement, comme une vérité. Quelque chose changea en lui. L'après-midi, de retour à la cabane, il ouvrit le coffre au pied de son lit et en sortit une robe de coton soigneusement pliée dans une étoffe délavée. Celle de sa mère, trop belle pour la vie du ranch, mais intacte, solide, propre. Il la lui tendit, « Elle est à toi si tu la veux. » Sana la regarda longuement avant de lever les yeux vers lui. « Tu l'as méritée, » ajouta-t-il. « Je ne suis pas venu pour mériter quoi que ce soit. » Il acquiesça. « Alors prends-la, parce qu'elle est à toi désormais. Pas donnée, pas imposée. » L'heure doit se frôler quand elle l'accepta, et pour la première fois, il vit apparaître sur son visage un vrai sourire, discret mais authentique. Ce soir-là, elle ne la porta pas encore, mais s'assit sur le lit de camp au lieu du sol. Ils partagèrent l'assiette, parlèrent un peu plus. Elle évoqua les sculptures sur os qu'elle avait apprises de sa mère, ainsi que les plantes médicinales. Lui confia la mort de son frère, tué des années plus tôt dans une fusillade qu'il n'avait pas pu empêcher. « Je ne blâme pas les tiens, dit-il. Je blâme la guerre. » Elle posa doucement sa main sur la sienne, « Alors nous avons brûlé dans le même feu. » Ce soir-là, avant de se coucher, il fit son geste habituel, vérifiant la serrure, mais surprit Sana déjà couchée, les yeux fixés sur lui. « Serais-je toujours à part » demanda-t-elle. « Non » répondit-il.
Elle baissa les yeux, « Je ne veux pas être un fardeau, ni une ombre. » Il s'approcha, lui tendit une couverture, « Alors ne sois ni l'un ni l'autre. Sois juste là. » Après un instant, elle fit de la place sous la sienne. Pour la première fois, Colt se coucha assez près pour sentir sa chaleur. Ils ne se touchèrent pas, mais son souffle régulier et son corps détendu suffisaient. Lorsqu'elle murmura « merci » dans l'obscurité, ce n'était pas pour la nourriture ni pour la robe, mais pour l'espace qu'il lui avait donné afin d'être entière. Il répondit bas « Tu es en sécurité », et cette fois il ne parlait pas d'une promesse, mais d'un fait. Les jours suivants s'installèrent dans une nouvelle tranquillité. Elle n'avait pas changé du tout au tout. Elle parlait peu, ne réclamait rien, mais elle se tenait plus droite, souriait davantage, fredonnait doucement en préparant les repas. Leur vie avait trouvé un rythme, le même feu, les mêmes travaux, le même lit. Pas une romance comme on l'imagine avec des fleurs et des mots sucrés, mais une fidélité simple, la certitude de ne pas s'abandonner. Un après-midi, alors qu'elle récurait des casseroles près du porche et que lui aiguisait une lame, il demanda si les siens reviendraient. « Non », répondit-elle. « Ils ne rappellent pas ce qu'ils ont rejeté. Pas les femmes. Pas moi. » Puis elle s'approcha, s'agenouilla près de lui, « Je veux un nom. Pas celui qu'on m'a donné à la naissance. Un qui vienne de toi. » Il réfléchit longtemps, puis dit simplement, « Tu es resté quand tu n'y étais pas obligé. Tu as construit ta place ici. Alors ton nom, c'est Sta. Pour rester. » Elle baissa le front contre ses mains, « Je le garderai. » Ce soir-là, elle remit la robe de coton, tressa ses cheveux avec des lanières neuves, et, en cuisinant, elle demanda, « Si je restais pour toujours, que serais-je pour toi ?» Il posa son assiette, s'approcha, prit sa main, « Tu ne serais ni une invitée, ni une dette. Tu serais ma femme. » Elle hocha la tête, « Je le veux. Mais seulement si je reste par choix. » Il murmura, « Alors choisis-moi. » Elle toucha sa joue, « C'est déjà fait. » Le baiser qu'ils échangèrent cette fois fut assuré, plein et sans détour. Cette nuit-là, la femme rejetée s'assit auprès de son homme, avec un nom qu'elle avait choisi et une place qu'elle avait bâtie. Au début de l'été, la terre avait changé. Plus verte le long du ruisseau, l'herbe poussait auprès des clôtures et le vent, moins mordant, glissait doucement à travers les fenêtres de la cabane. Eux aussi avaient changé. Colt n'avait pas besoin de parler de ce qui s'était transformé entre eux, les preuves étaient visibles partout. 2 tasses au lieu d'une près du bassin, sa robe suspendue à côté de sa chemise, leurs bottes alignées côte à côte devant la porte. La nuit, elle posait la tête sur sa poitrine et il s'éveillait avec son bras posé sur ses côtes, comme si elle avait toujours été là. Mais avec la paix vinrent de petites questions qu'il n'osait formuler. Restera-t-elle quand la routine s'usera? Quand les tâches s'accumuleront et que les journées deviendront longues? La réponse arriva un jour, quand leur cheval se blessa à la patte sur un fil de fer. En voyant le sang couler, Colt prit de l'eau et du tissu, mais Sana, sans attendre, s'agenouilla, maintint fermement le membre et nettoya la plaie. « Ce n'est pas superficiel, il faudra refermer, » dit-elle. Surpris, Colt demanda d'où elle savait cela. « Ma mère m'a appris, » répondit-elle en lavant, désinfectant puis en recousant calmement la chair. Colt la regarda différemment, avec un respect plus profond, car ce n'était pas seulement qu'elle l'avait aidé, mais la manière dont elle l'avait fait, sans peur ni orgueil. Plus tard, alors qu'ils observaient ensemble le soleil tomber derrière la crête, il rompit le silence. « Tu penses parfois à partir ?» Sana répondit doucement qu'elle n'y avait jamais songé, car elle n'avait rien à fuir désormais, seulement quelque chose à construire. Quand Colt avoua qu'il doutait de pouvoir offrir encore quelque chose à une femme, elle le fixa. « Tu m'as donné un refuge paisible et la liberté de choisir, c'est plus que beaucoup d'hommes. » Elle se pencha contre lui et ajouta « Je n'avais pas besoin d'être sauvée, j'avais besoin qu'on reste. Et tu es resté. » C'était, sans le dire, une déclaration d'amour. Quelques jours plus tard, Colt lui offrit une bague sculptée dans l'os, simple et sans fioriture. Elle la glissa à son doigt en disant « Je la porterai, non par obligation, mais parce que je le veux. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec douceur, sans hâte, par choix et non par contrainte. Après, elle murmura n'avoir jamais eu de foyer auparavant. « Tu en as un maintenant. »« Et un mari, » répondit-il. Elle sourit, « Alors j'ai tout. » Sans vœux ni papier, mais dans le silence de la cabane, ils étaient devenus quelque chose de définitif. L'été s'étira, doré et sec, tandis que dans leur maison régnait une stabilité nouvelle, faite de gestes partagés et d'une chaleur constante.
Colt, peu bavard, exprimait par des attentions simples. Un bouquet de sauge, une planche gravée de son nom. Elle, par de petites coutures discrètes dans ses vêtements. Pourtant, une crainte planait, et si quelqu'un venait la chercher? Un matin, 3 cavaliers apparurent au loin. Colt prit son fusil, protégeant Sana derrière lui. Ce n'étaient ni bandits ni voisins, mais des Apaches. L'un d'eux, plus jeune, annonça la mort de Toka et précisa que l'on n'attendait pas qu'elle reste. Sana répondit qu'elle était restée parce qu'ici, enfin, on l'avait vue et laissé choisir. L'homme hocha la tête, personne ne viendra plus. Tu es à ta place. Et ils repartirent. Ce soir-là, Colt prit sa main et demanda s'ils étaient enfin en sécurité. Nous l'avons toujours été, souffla-t-elle. Dans les semaines qui suivirent, Sana planta des légumes et conserva des graines comme une promesse. Colt construisit une table pour ses herbes et grava son nom dans le bois de la fenêtre. Puis, un matin, elle guida sa main sur son ventre et il comprit. Elle était enceinte. Ils restèrent enlacés longtemps, sans larmes, mais conscients de ce que cela signifiait. Plus d'attente, plus d'incertitude. Elle avait été envoyée ici, oui, mais elle était restée par choix, et désormais une nouvelle vie viendrait de ce choix. Dans cette cabane du Nouveau-Mexique, sous un feu discret, entourée d'amour et de liberté, leur histoire ne s'achevait pas par un adieu, mais par un pour toujours.